Dans cette séquence, nous allons changer d'échelle, c'est-à-dire que nous allons partir du niveau macroscopique de la matière, c'est-à-dire celui que l'on peut voir à l'œil nu, celui que l'on peut toucher, pour aller jusqu'au niveau microscopique. Alors il faut savoir qu'une espèce chimique telle que de l'eau, un lingot d'or, etc. va être constituée au niveau microscopique par un très grand nombre d'entités chimiques. Alors ces entités chimiques peuvent être de trois sortes. On peut avoir soit des atomes, soit des molécules, soit des ions. Alors les ions sont des espèces qui sont chargées électriquement. On peut avoir des espèces chargées positivement, ce sont des cations, ou des espèces chargées négativement, ce sont des anions. Alors prenons l'exemple d'un lingot d'or. Donc c'est l'objet macroscopique, et si on regarde de quoi il est constitué au niveau microscopique, on va s'apercevoir qu'il est constitué d'un très grand nombre d'atomes d'or, donc qui sont tous identiques les uns aux autres. Si on prend l'exemple de l'eau, bien l'eau au niveau microscopique va être constituée d'entités chimiques que l'on appelle des molécules. Ici, voici les molécules d'eau. Et par contre, le sel de cuisine, lui, va être constitué au niveau microscopique d'ions. Alors ici, on va retrouver deux types d'ions, en vert des anions, des ions chlorure, et en violet des ions positifs, des ions sodium. Nous allons nous attarder un petit peu sur les composés ioniques pour voir une règle qui est importante, c'est l'électroneutralité. Alors l'électroneutralité stipule tout simplement que les composés ioniques doivent être globalement électriquement neutres. Cependant, nous avons vu que les composés ioniques sont des composés donc qui sont formés de particules chargées électriquement, les ions. Donc dans le cas ici du chlorure de sodium, la neutralité électrique va imposer que la charge globale des ions positifs est compensée par la charge globale des ions négatifs. Or, les ions positifs et les ions négatifs, ici, ne portent qu'une seule charge électrique. On voit une seule charge positive pour l'ion sodium et une seule charge négative pour l'ion chlorure. De ce fait, si on a autant d'ions chlorure que d'ions sodium, on a un composé ionique qui sera globalement neutre. Et on va écrire sa formule NaCl. Par contre, si nous prenons le composé qui va être formé de l'ion chlorure et de l'ion calcium, les choses vont être différentes. En effet, si on met autant d'ion chlorure que d'ion calcium, eh bien, la neutralité électrique ne sera pas respectée. En effet, les ions calcium portent deux charges électriques. Donc, comment avoir quelque chose de neutre? Eh bien, tout simplement en ayant 2 fois plus d'ion chlorure que d'ion calcium. Le composé ionique aura donc pour formule CaCl2. Dernier exemple, le composé formé à partir de l'ion potassium K+, et de l'ion oxygène O2-. Donc cette fois-ci, on voit qu'on a des anions avec 2 charges négatives et un cation avec une seule charge positive. Donc il faudra 2 fois plus de cations que d'anions. Donc le composé ionique, qui sera l'oxyde de potassium, aura pour formule K2O. La formule du composé ionique est bien K2O. Alors quelques petits rappels sur la structure de l'atome tel que vous l'avez vu au niveau du collège. Tout d'abord, l'atome va être constitué d'un noyau autour duquel on va trouver des électrons. Sur les électrons, dans un premier temps, vous devez savoir que 2 choses, c'est qu'ils sont très légers et qu'ils sont porteurs d'une charge électrique négative. C'est la raison pour laquelle on les désigne souvent par un E, ici surmonté d'un signe moins. Le noyau, quant à lui, bien le noyau est très petit et il va concentrer pratiquement toute la masse de l'atome, en effet les électrons étant très légers. Et si on regarde un noyau d'atome, on pourrait voir qu'il est constitué de 2 types de particules. Alors d'une façon générale, les constituants du noyau de l'atome sont appelés les nucléons. Premier type de nucléons, ce sont les protons, et comme les protons commencent par P, c'est facile de retenir que les protons sont porteurs d'une charge positive. Deuxième type de nucléons, ce sont les neutrons, et les neutrons, eux, sont neutres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de charge électrique. Savoir que protons et neutrons ont pratiquement des masses identiques. Alors revenons maintenant un petit peu sur la structure de l'atome, et
il faut savoir qu'un atome, la dimension de l'atome, alors tout dépend de l'atome, mais c'est environ 10 puissance moins 10 mètres. Et celle du noyau, ici, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Alors, ce qui est important, c'est de faire le rapport des deux, c'est-à-dire tout simplement le rapport du diamètre de l'atome sur celui du noyau, et on trouve 10 puissance 5, c'est-à-dire 100 000. Autrement dit, le diamètre de l'atome est 100 000 fois plus grand que celui du noyau. Alors pour montrer un petit peu que le noyau est très petit, imaginons que le noyau ait la taille d'une orange, d'une grosse orange de 10 cm de diamètre, et quelle serait la taille de l'atome? Eh bien l'atome serait 100 000 fois plus grand, c'est-à-dire 100 000 fois 10 cm, c'est-à-dire 1 million de centimètres, ou encore 10 000 mètres, soit 10 km. Donc ici, tout simplement, la taille de l'atome serait une sphère de diamètre 10 km si le noyau avait la taille d'une orange. Alors c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on représente ici un atome, souvent par cette image, ce qui est totalement faux, c'est la dimension ici du noyau. À cette échelle-là, le noyau serait pratiquement ou même sûrement invisible. Nous allons voir maintenant la notation X à Z. Alors cette notation normalement désigne uniquement le noyau de l'atome, mais par extension on peut l'utiliser pour l'atome. Tout d'abord, X est le symbole chimique de l'élément. Alors ce symbole chimique va être constitué soit d'une lettre, soit de deux lettres. Si il est constitué d'une seule lettre, elle est forcément en majuscule, et si c'est deux, la première est en majuscule et la deuxième en minuscule. Alors pourquoi c'est important de respecter ceci? Eh bien disons, par exemple, si on trouve le symbole CO, eh bien si c'est grand C, grand O, ça va désigner deux atomes différents. Un atome de carbone et un atome d'oxygène. Par contre, si c'est C majuscule et O minuscule, eh bien, ça va désigner un seul atome et un atome de cobalt. Ici, grand A et grand Z sont des nombres. Grand A est le nombre de masse et par définition, il est égal au nombre de nucléons que l'on va trouver dans le noyau. Grand Z est très important, c'est le numéro atomique. Et par définition, le numéro atomique est égal au nombre de protons dans le noyau. Alors ce numéro grand Z, on va le retrouver dans la classification. Alors il faut faire attention, selon la classification, il ne va pas être situé au même endroit. Ici, c'est le nombre qui est en haut à gauche. Et si on prend par exemple le carbone, on trouve 6. Ce qui veut dire tout simplement que pour le carbone, le numéro atomique vaut 6. Autrement dit, dans le cas du carbone, on trouve 6 protons dans le noyau. Mais réciproquement, c'est-à-dire que tous les atomes qui auront 6 protons dans le noyau seront des atomes de carbone. Autrement dit, c'est le nombre de protons dans le noyau qui va définir la nature chimique de l'élément. Par exemple, si vous avez un noyau avec 26 protons, eh bien, il s'agit ici du fer. Deuxième chose à savoir également sur l'atome, c'est qu'un atome est électriquement neutre par compensation. Ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement, on a vu qu'il existait des charges positives qui étaient les protons et des charges électriques négatives qui étaient les électrons. Eh bien dans un atome, c'est très simple, il y a autant de protons que d'électrons, donc globalement, ça se compense. Alors, les nucléons, ce sont les protons et les neutrons. Donc, tout simplement, le nombre de nucléons, grand A, est égal au nombre de protons, grand Z, plus le nombre de neutrons. Donc, si on veut le nombre de neutrons d'un atome, il suffit de faire la soustraction A moins Z. Prenons un premier exemple pour voir quelle est la signification de cette notation ici. Alors, nous devons ici déterminer l'élément chimique, le nombre de nucléons, de protons et de neutrons que l'on va trouver dans le noyau et par suite le nombre d'électrons. Alors pour savoir la nature de l'élément chimique, soit on peut utiliser le symbole chimique, soit ici le numéro atomique. Alors bien sûr il faudra utiliser une classification périodique et on va chercher donc le 30e élément et on voit que son symbole est Zn, ça tombe bien, il s'agit du zinc. Donc l'élément chimique sera le zinc. Ici le nombre de nucléons du noyau par définition c'est le nombre grand A qui est en haut.
Donc c'est 65, et le nombre de protons, c'est le numéro atomique, c'est le nombre qui est en bas. Donc ce qui veut dire que dans cet atome, vous avez 65 nucléons, dont 30 sont des protons. Donc on a 65 moins 30, 35 neutrons. Quant au nombre d'électrons, eh bien tout simplement, étant donné qu'il s'agit d'un atome qui est globalement neutre, on va trouver autant d'électrons que de protons, c'est-à-dire 30. Deuxième exemple, cette notation. Alors ici, je n'ai pas mis tout simplement le numéro atomique parce que nous allons voir que nous pouvons le retrouver dans la classification. Le symbole CCA, il s'agit de l'élément calcium et le numéro atomique vaut 20. Donc, élément calcium. Ici, le nombre de protons qui est égal au numéro atomique que l'on vient de trouver dans la classification est 20. Le nombre de nucléons est égal au nombre de masse grand A, c'est 42. Le nombre de neutrons est égal au nombre de nucléons moins le nombre de protons, c'est-à-dire à 42 moins 20, soit 22. C'est un atome, il est électriquement neutre, donc il contient autant d'électrons que de protons, soit un nombre de 20.